Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde. Décarboner les véhicules lourds, quelle technologie et quel modèle de financement au pluriel. Alors avec nos intervenants, nous allons tenter d'apporter un maximum de clarté sur le changement à l'œuvre dans ce secteur. La fin des carburants d'origine fossile est annoncée pour tous les véhicules, ok, mais à quelle échéance? Crédible pour les véhicules lourds, où les alternatives ont du mal quand même à émerger. Des solutions transitoires sont-elles souhaitables dans les carburants? Je pense au B100 avec le colza, le bioéthanol, le diesel de synthèse. Ou est-ce qu'une rupture est souhaitable, voire inévitable? Quelles sont-elles, ces alternatives à court, moyen et long terme? Bio-GNV, batterie, hydrogène? Nous allons voir ça. Et puis, comment rendre financièrement accessible dès aujourd'hui des camions ou des bus qui sont quand même nettement plus chers que des véhicules du modèle toujours dominant, le diesel. Alors 2 chiffres et un graphique à avoir en tête avant d'écouter nos intervenants. Et là on peut passer la petite diapo. 1/3, c'est la part de tous les transports dans nos émissions de gaz à effet de serre en France. C'est le premier secteur émetteur. Voilà, je ne sais pas si en cabine on m'entend, si on peut passer la petite diapo. Et dans ce tiers, 22% sont le résultat des transports des véhicules lourds, dont les bus. Ceci étant posé, entrons dans cette table ronde donc centrée sur les véhicules lourds. C'est une première sur Energaia. Alors pourquoi cette thématique ici au Forum des énergies renouvelables? C'est Jean-Luc Gibelin qui va nous éclairer. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le vice-président aux mobilités et aux transports de la région Occitanie. Nul n'est parfait. Et vous êtes, jusque-là j'ai bon, et vous êtes aussi, et c'est ça qui est intéressant, président délégué de la commission mobilité, transport, infrastructure de l'institution Région de France. Donc vous avez une vision un peu globale, nationale. Alors pourquoi cette table ronde ici à Energaia? Bien parce que pour la première année, alors que ce salon maintenant a vraiment acquis ses lettres de noblesse, qu'il est inscrit dans l'agenda et qu'il a une connotation maintenant non seulement nationale mais internationale, 370 exposants, une cinquantaine d'exposants de pays étrangers, donc c'est le salon de référence. Eh bien, il nous a paru indispensable et utile d'avoir la dimension de la mobilité dans le cadre de ce salon. C'est pour cette raison qu'il y a un pavillon mobilité avec en particulier le cluster vélo et le cluster Tenlog, dont un ensemble de responsables participent à cette conférence, qui montre cette volonté d'être aussi concret sur cette question de la transition énergétique écologique. Et le tableau que vous avez mis à l'écran montre à quel point il est évidemment très important de s'attaquer à la question des mobilités. Et dans ce cadre-là, il nous semble qu'il faut vraiment s'occuper de l'ensemble des mobilités. Encore une fois, le tableau montre bien, le graphique montre bien combien c'est important de veiller à avoir une réponse diversifiée et en même temps d'avoir cette réponse de manière aussi diversifiée sur les solutions. Vous venez d'indiquer dans votre introduction si nous étions sur la solution ou les solutions. Je crois vraiment qu'il faut travailler un panel de solutions, qu'il faut vraiment aller sur le mix énergétique et qu'il faut dans ce cadre-là être dans un souci très fort d'avoir une cohérence entre les lieux de production de ces alternatives au diesel classique et les lieux de consommation, d'utilisation de ces différents carburants. Parce que je crois qu'il ne faut surtout pas repartir dans une situation où il y aurait la solution qui remplace le diesel classique. On aime bien ça en France, la solution miracle. Oui. J'irai pas plus loin. Je crois que c'est vraiment la fausse bonne idée. Je crois vraiment qu'il faut travailler à des solutions, qu'il faut travailler à ce que ces solutions soient cohérentes avec l'écosystème, qu'elles soient cohérentes avec les lieux où ça se passe. Mon voisin me posait la question sur le train à hydrogène. Nous sommes engagés sur le train à hydrogène parce que la région Occitanie, depuis longtemps, s'était engagée sur une filière à hydrogène. Il y a
mon ami Gilbert qui est dans la salle et qui a été à l'initiative de cette réflexion et de ce travail autour de l'hydrogène. Nous avons donc une véritable filière de l'hydrogène. Évidemment, en Occitanie, quand nous parlons hydrogène vert. Je veux le préciser, je ne le répéterai pas forcément à chaque fois, mais il faut vraiment insister sur cette notion. Mais ça n'a de sens, l'hydrogène vert, que si nous sommes dans une utilisation, dans un usage à proximité de là où il est produit. Oui, nous allons mettre, à côté de chez vous, si j'ai bien compris, la ligne à hydrogène, sur le train à hydrogène sur Montrégeau-Luchon, parce que nous allons à Luchon produire de l'hydrogène vert à partir de l'hydroélectricité. Évidemment, ça n'a pas forcément son lieu dans d'autres endroits de la région. Et à d'autres endroits, eh bien, il y aura plutôt un intérêt d'être sur un train à pile parce que EDF pourra nous aider à avoir une production d'électricité renouvelable d'un autre type. Donc voilà, je crois vraiment qu'il faut être précis, être cohérent et avoir cette dimension. Mais bien évidemment, dans tout ce cadre, ce que nous avons fait sur la filière hydrogène, ce que nous faisons avec le corridor H2 au niveau de l'Europe, sont des signes forts pour avoir à la fois cette filière en entier et en même temps cette cohérence de l'ensemble. Et dans cette cohérence, oui, la question des poids lourds, oui, la question de la logistique, oui, la question de ce que certains appellent le dernier kilomètre, eh bien tout ça, il y a une cohérence pour pouvoir avancer de manière concrète sur le fait de décarboner l'ensemble de ces mobilités. Merci à vous. C'est plus qu'une introduction, vous l'avez compris. Monsieur Gibelin connaît parfaitement son sujet. Donc voici les enjeux posés. Voyons désormais les solutions d'avenir qui sont déjà un peu du moment présent en fait. Nous allons le voir, il y a des solutions techniques pour décarboner les véhicules lourds. Nous allons entendre à ce sujet 3 constructeurs. Mais auparavant, partons du vécu des utilisateurs, des premiers concernés on va dire, les transporteurs de marchandises. Alors 2 dirigeants de sociétés ont accepté d'apporter leur témoignage ce matin. Christian Weygand pour la Sotrab et Ivan Stempeszynski pour TAB Railroad, 2 sociétés qui sont basées dans la périphérie de Montpellier. Bonjour à vous 2. Donc je me tourne d'abord vers vous, Christian Weygand, vous pouvez prendre le micro. Vous êtes le directeur général de la Sotrab. C'est une entreprise de logistique avec une 60aine de salariés, si je ne me trompe pas. Alors 60aine de salariés et transport routier et logistique. Et vous faites rouler une 40aine de semi-remorques sur les routes du sud de la France, on va dire. Oui, un gros régional, Occitanie, Provence. Voilà. Sotrab qui fait partie aussi du groupe Eonet, basé en Bretagne, qui représente environ 1500 salariés. Alors, Christian Weygand, vous avez commencé à chercher des alternatives aux carburants fossiles. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans cette voie d'abord ? Alors, d'une part, on sait qu'à terme, il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas y échapper. On est sensible à ce qui se passe dans le climat et on a envie de participer à la décarbonation. Et pour être honnête, il y a de nombreux clients nous ont poussé aussi à acquérir des véhicules décarbonés. Aujourd'hui, non, mais qui tendent vers ça. Alors, qui sont ces clients qui vous poussent ? Alors, notre plus gros client, c'est Ulog, qui est très sensible à ça. Et Ulog, on peut dire un peu, parce que bon, Système U, quoi. C'est la logistique de Système U, pardon. Et ils nous ont poussé il y a 2 ans à investir dans des véhicules à gaz. Donc, le véhicule à gaz, le tracteur en lui-même, coûte à peu près, je dirais de tête, 15 000 € de plus qu'un tracteur à gasoil. Donc, c'est un investissement. Et grâce à Ulog, on a pu investir là-dedans puisqu'ils nous accompagnent en nous signant des contrats sur une certaine durée et en participant au surcoût que cela représente. Donc cette option gaz, alors pas forcément gaz vert, vous allez le dire. Si, le problème, c'est que dans les pompes, on ne trouve pas forcément du biogaz, mais dans la mesure du possible, on utilise le biogaz. Oui. D'accord. Dans les différentes pistes que vous avez expérimentées, quels sont les premiers enseignements que vous tirez et vers quoi vous iriez, vous, aujourd'hui, on va dire transporteur régional ? Alors, je ne cache pas qu'on se lance dans cette aventure, mais on est quand même relativement frileux parce que l'expérience du gaz, elle n'est pas complètement positive. Alors, au niveau technique, véhicule, il n'y a pas de souci. Le problème, je pense que tout le monde le sait, c'est le prix du gaz qui, en 2 ans, a plus que triplé.
et qui a freiné nos clients, qui aujourd'hui, il faut à peu près 1 an pour avoir un véhicule. Le temps que le véhicule arrive, mes clients m'ont dit attends un peu, le gaz est trop cher, je veux pas te pour prendre. le véhicule, ce qui veut dire que déjà aussi au niveau de la chaîne de fabrication, ça coince quoi, aussi. Oui. On y viendra peut-être tout à l'heure. Et donc voilà, c'est pour ça que bon, on y va, on fonce, mais on a un peu peur de l'inconnu. Aujourd'hui, on a un projet. Alors, on a été poussé toujours par ce même client, avec la région Occitanie qui s'est lancée dans un projet Corridor H2, pardon, dans lequel on a monté un dossier, on attend la réponse aujourd'hui, mais le but du jeu, c'est de toucher une subvention pour pouvoir acquérir un camion à hydrogène. Des camions qui sont encore plus chers là pour le coup. Ah ben là oui, on parle de véhicules qui sont 5 fois plus chers, c'est-à-dire de l'ordre de 500 000 € aujourd'hui. Alors on abordera la question de financement à la fin de la table ronde, mais comment vous y allez là-dessus ? On y va. Bon, alors je participe à beaucoup de séminaires, rencontres, pour savoir ce qui se passe, parce qu'aujourd'hui, en France, on en voit très peu. J'ai eu la chance de monter dans un bus à hydrogène. A priori, ça fonctionne. Aujourd'hui, le problème d'un transporteur, c'est qu'en France, on ne trouve pas de tracteur. On était parti sur une certaine marque qui a arrêté sa production parce qu'ils ont des problèmes financiers. On attend que les constructeurs nous sortent des véhicules à hydrogène. Alors, ça tombe bien, ils sont là, ils vont nous répondre. J'espère. Et voilà, donc on a le problème du véhicule à hydrogène. Ce qui est encourageant, c'est que par contre, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de distributeurs d'hydrogène, de stations hydrogène qui sont en train de s'installer un peu partout en France. J'en ai rencontré pas mal la semaine dernière à Clermont-Ferrand d'ailleurs. Et par contre, ce qui me fait peur, c'est le prix qu'on va payer l'hydrogène dans 1 an, dans 5 ans. Le manque de visibilité. Quand on voit que le gaz a triplé en l'espace de moins de 2 ans, qui nous dit que ça ne va pas faire la même chose avec l'hydrogène dans 2 ans ou 3 ans. Aujourd'hui, l'hydrogène n'a pas de taxe de l'État, mais quand il n'y aura plus d'énergie fossile à taxer, il faudra bien qu'il taxe quelque chose. Donc voilà, on a des inconnus qui quand même nous refroidissent un peu. Alors après, je vais me tourner vers votre voisin, Ivan Stepezanski, mais peut-être vous pouvez aussi répondre. Le questionnement aussi des transporteurs, je pense que c'est aussi dans le réseau justement de recharge, suivant si on parle de batterie, de stations. Est-ce que là-dessus, pour le moment, c'est finalement, à vous entendre, c'est pas le vrai problème. C'est plus les questions d'accès finalement à l'énergie, en prix, accès au matériel. Vous ne parlez pas des questionnements peut-être sur le réseau de recharge qui ferait que ça coince au niveau de vos chauffeurs. Le réseau de recharge, alors c'est pas aujourd'hui, mais je pense qu'assez rapidement, ça va être solutionné parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont l'air très intéressés d'installer des stations, de revendre de l'hydrogène. Pour les transports et pour l'industrie aussi. Ok, donc la parole peut-être à votre voisin, Ivan Stepezanski. Je vous présente quand même brièvement. Vous êtes le directeur général de TAB Railroad, donc je l'ai dit, une entreprise qui fête ses 60 ans. Alors, je ne sais pas si vous les avez déjà fêtés ou si ça va venir, mais bon anniversaire. Merci. Comme son nom l'indique, elle allie le transport par route et par voie ferrée. Et vous faites circuler environ 250 camions tous les jours. Alors moi, j'ai envie de vous demander quelle est votre expérience dans la tentative de trouver une alternative au diesel. Et puis peut-être je vais vous pousser sur une initiative que vous avez autour du bio-GNV. Mais peut-être pour répondre sur cette question du maillage, de la crainte ou pas, visiblement pas, d'avoir facilement accès à des bornes de recharge et autres systèmes pour ces alternatives. Bonjour, merci de cette invitation. En premier lieu, oui, effectivement, le maillage, c'est un élément important. On se déplace dans le transport, c'est l'essence même de notre activité. Et quelle que soit l'énergie, il faut trouver la capacité à pouvoir ravitailler, comme on dit, à l'endroit où nous sommes, sur un territoire national quand même assez étendu. Alors TAB Railroad, je reviendrai sur la notion de maillage, mais TAB Railroad effectivement a 60 ans et c'est porté sur la notion de l'énergie depuis sa création, car en transport routier, nous avons évolué dès les premières années de la création de l'entreprise, il y a 60 ans, vers une alternative qui est le rail.
Donc le report modal se faisant sur les distances principales permet de bénéficier d'une énergie supplémentaire qui est l'électricité, puisqu'aujourd'hui le réseau ferré est entièrement électrique. Donc déjà nous sommes un transporteur qui cumule les énergies entre la partie routière et la partie ferroviaire. Sur la partie routière, nous avons décidé il y a 6 ans de nous orienter vers le bio-GNV. Pourquoi ? Parce que c'était la première énergie alternative. Donc le gaz vert, hein, voilà, Tout à fait. Du gaz, mais avec une source d'approvisionnement en face, garantie, je ne sais pas comment, pour vous. Attestation de garantie par les fournisseurs de gaz, et nous leur faisons confiance. Donc nous avons commencé la conversion de notre parc propre en tracteur routier, du diesel au bio-GNV. Donc là, nous sommes orientés vers des constructeurs qui avaient la maîtrise de cette technologie, et nous avons peu à peu amplifié la conversion de notre parc, principalement par rapport aux zones d'avitaillement, c'est-à-dire il nous fallait des stations, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue à l'époque. Les constructeurs étaient plutôt timides dans la mesure où il n'y avait pas de camions, les utilisateurs l'étaient également puisqu'il n'y avait pas de station gaz. Et moi là je salue aussi les industriels qui se sont lancés dans cette aventure, qui ont permis d'avoir aujourd'hui un réseau de 260 stations en France, ce qui paraît timide par rapport aux autres énergies, mais qui permet de traverser la France, ce que nous ne savions pas faire encore il y a 4 ou 5 ans. Donc quelle que soit l'énergie demain qui sera mise en œuvre, et je crois effectivement, et comme l'a précisé le président Gibelin, aux multi-solutions, aux multi-énergies, quelles que soient les solutions qui seront mises en place, il ne faut pas oublier que le marché aujourd'hui a besoin de pouvoir se reposer sur des notions d'avitaillement. Alors multi-énergie, ok, mais est-ce que ça pose pas des problèmes pour vous d'avoir différents types de camions et pour les chauffeurs, parce qu'un camion à hydrogène, un camion à bio-GNV, un camion électrique, enfin, j'imagine que ça sera différent, ça peut poser des problèmes, ça peut poser des problèmes de maintenance, je sais pas, enfin voilà, par rapport à ça. Oui, bien sûr, il y a une adaptabilité, mais encore une fois, l'objectif, malgré tout, c'est la fin, entre guillemets, des moteurs thermiques à horizon d'une dizaine d'années. C'est la capacité à pouvoir répondre aussi à des ambitions écologiques. Hein, on en est tous là, à titre personnel ou à titre professionnel, donc il va falloir s'adapter. L'espèce humaine a su progresser parce qu'elle s'est adaptée. Il n'y a pas forcément quelqu'un de plus fort que l'autre. Sur le bio-GNV, quels enseignements principaux vous pouvez en tirer en tant qu'utilisateur, on va dire ? Alors en tant qu'utilisateur, aujourd'hui c'est déjà une énergie mature, par rapport aux camions qui sont fabriqués. Nous circulons avec une fiabilité technique qui est imparable. Nous avons la capacité à pouvoir nous avitailler puisqu'il y a un réseau de stations, et surtout, nous répondons aux critères écologiques qui sont aujourd'hui prioritaires, à savoir 80% de moins de CO2, moins de NOx, moins de particules, 95% de moins de particules par rapport à un diesel classique. Donc on répond véritablement aux enjeux écologiques, avec une capacité également pour les chargeurs, parce que c'est le marché aussi qui réclame certaines solutions, de cocher les cases de ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale environnementale. Alors peut-être vous aviez un petit support visuel, je ne sais pas s'il y a des choses à présenter en plus de votre exposé oral. Si vous le souhaitez, c'est toujours un plaisir de présenter son entreprise. Non, c'est pas pour présenter l'entreprise, mais c'est peut-être pour... alors c'est vrai que ce support est arrivé dans la nuit, donc je ne sais pas s'il y a des images juste pour représenter un tout petit peu ce que c'est pour nous qui sommes dans la salle à Energaia, pour qu'on visualise de quoi il est question. Oui, avec plaisir, on peut vous dérouler. avez combien de camions en bio-GNV par rapport à votre parc, justement, pour voir c'est quoi la proportion aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a à peu près 70-80% de notre parc qui est converti au bio-GNV, avec des véhicules en attente de commande, puisque bon, comme le signalait monsieur, il y a quand même un certain temps de latence par rapport aux commandes. Donc TAB, donc une société qui a une soixantaine d'années, 60 ans aujourd'hui. C'est 160 salariés, c'est effectivement 250 camions sur les routes tous les jours, axé sur la notion du transport par rail, report modal. 80% de notre transport est effectué en ferroviaire sur du longue distance, nord-sud, sud-nord, et nous avons économisé pas loin de 55 000 tonnes de CO2 sur l'année 2021. Voilà, les poids lourds viennent là aussi à un niveau régional, un peu comme Christian Weygand. C'est pas le dernier kilomètre là pour le coup, on n'est pas sur la notion de dernier kilomètre dans les villes avec ces problématiques aussi de pollution de l'air
où il y a déjà, ça les constructeurs vont nous le dire, les solutions sont déjà là, hein, on va dire. C'est un autre objectif, là. Je me permets de passer peut-être. Oui, tout à fait. Donc nous travaillons autour de 10 terminaux ferroviaires au niveau national qui permettent, dans un rayon de 80-90 km, autour des terminaux, de charger et de livrer les destinataires avec des camions gaz, donc autour de ces terminaux ferroviaires, permettant d'avoir une chaîne de transport entièrement décarbonée. Donc c'est une expérience aujourd'hui qui a 7 ans d'existence depuis que nous nous sommes penchés sur le sujet. Ce qui prouve qu'il faut aussi, à partir du moment où on se lance, être certain que la définition de la technique est mature et correspond à son besoin. C'est aujourd'hui sur le gaz, ça sera demain sur l'hydrogène ou encore sur l'électrique. Voilà, la réflexion de toute façon... Vous n'êtes pas fermé du tout, on a compris. Nous sommes par essence ouverts. L'avenir, c'est le mélange des alternatives. Chacun aura une niche, je pense. Pour desservir les villes, l'électricité sera, à mon avis, plus intéressant. Après, ça dépend de la distance à parcourir à chaque fois, quoi. Très bien. Alors, peut-être on peut terminer là-dessus, peut-être Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, le bio-GNV est la solution qui nous permet de pouvoir travailler au quotidien. Bien évidemment, la notion économique qui a été soulignée est un facteur par rapport à la pertinence d'un business model, hein, c'est évident. Mais toutes les énergies ont un prix. Après, il faut trouver la bonne équation. Et encore une fois, la solution ne sera pas unique, elle sera plurielle. Et il faut donc soutenir, et c'est le jeu aussi également des utilisateurs, de soutenir les initiatives nouvelles. Merci à vous deux. Et merci à Monsieur Gibelin. Donc, juste avant de passer à une partie, on va dire, un peu plus... techno, est-ce que vous avez déjà des questions, quelques questions de compréhension, de questions précises, notamment vis-à-vis des transporteurs sur leur stratégie, leur expérience? Est-ce que vous avez des questions à leur poser? Sinon, on enchaîne pour essayer de rattraper le retard. Non? Eh bien, on va considérer qu'on peut enchaîner. Voilà, donc là, on va passer avec les constructeurs sur une séquence qui pourrait s'intituler « Quels seront les camions de demain ?» Nous allons avoir donc les courts exposés de deux constructeurs, d'abord le français Renault et le suédois Scania. Et c'est une première présentation, je vais vous passer la zapette avec vous, Maxime Monod. Bonjour, d'abord. Bonjour. Voilà. Donc au nom de Renault. Renault Trucks. Renault Trucks, oui, exactement. Donc vous êtes le manager énergie alternative de Renault Trucks, basé à côté de Lyon. Alors on sait que Renault est branché sur l'électrique. Ça c'est pas un secret, mais on va voir que il y a pas que ça finalement. Voilà, on peut enchaîner sur la présentation de Renault Trucks, s'il vous plaît. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Déjà, c'est un sujet, je pense, où il faut vraiment qu'on partage, qu'on échange. Et je suis ravi d'entendre des témoignages où on parle de mix énergétique. Et je pense que c'est un peu le propos de la présentation chez Renault Trucks. L'urgence, c'est de décarboner et d'apporter des solutions aux transporteurs pour l'usager final. Il ne faut vraiment pas opposer les énergies. Il y a beaucoup de lobbying qui font ça, j'allais dire très bien, mais voilà. Plutôt au niveau des énergéticiens, vous voulez dire? Énergéticiens ou même en général, je dirais. Je pense que chaque énergie va avoir un avantage, un inconvénient, comme ça a été dit. Il ne faut pas chercher à les opposer. Vraiment, il y a une échelle de temps aussi qui va nous accompagner. Il y a des solutions à court terme qui existent déjà. Nous, on parle beaucoup d'électrique, comme vous l'avez dit. Alors, peut-être la référence est plus à Renault Voiture. On n'a plus aucun rapport avec Renault Voiture, à part la marque et le logo, qu'on vient de changer d'ailleurs. Mais notre vision, c'est de dire, effectivement, on doit arriver à un parc neutre en carbone en 2050. On considère que les véhicules restent à peu près 10 ans en parc. Donc 2040, c'est le poteau pour que nos ventes soient neutres en carbone. Comment on arrive à ça? On le voit sur ce graphique. Tout ce qui est moteur à combustion interne va diminuer petit à petit sur carburant fossile. Mais on n'est pas en train de dire à nos clients, vous allez tout basculer du jour au lendemain. Ça prend aussi du temps. Mais cette courbe où on voit l'électrique batterie qui prend de plus en plus de place, on se serait vu il y a 2-3 mois, la courbe elle descendait progressivement. Là on est vraiment sur une courbe beaucoup plus infléchie. On estime que 50% de nos ventes seront en électrique en 2030.
Et l'électrique batterie, comme vous l'avez dit, va être plutôt pour les milieux urbains. On voit pour la collecte de déchets notamment, ou pour d'autres applications vraiment en milieu urbain, l'électrique batterie fait vraiment du sens. Et puis ce qu'on ne saura pas faire en électrique batterie, puisque nos batteries augmentent aussi en capacité. On était sur des batteries de 49 kWh il y a 2 ans. On est maintenant sur des batteries de 66 kWh. L'année prochaine, on aura des batteries de 94 kWh. Donc on voit qu'en 2 ans, les autonomies ont vraiment presque doublé. Tout ça pour un même volume et rapport volume-poids. Parce que si les transporteurs transportent des tonnes de batteries, ça ne va pas trop les intéresser. Complètement. Alors, pour le moment, on est sur une offre emporteur et on va voir, on va lancer aussi le tracteur électrique. Le gros enjeu, effectivement, au-delà de décarboner, c'est combien de tonnes je transporte, combien de temps le véhicule est arrêté, est-ce que je dois aller dans une station, est-ce que je me recharge chez moi. Donc c'est tout ce qu'on regarde vraiment au quotidien avec nos clients, c'est le ratio décarbonation, le temps de recharge et la tonne transportée. Ce qu'on ne saura pas faire en électrique batterie, on le fera toujours en véhicule électrique, mais pile à combustible. Et il y a souvent un petit peu je dirais une méconnaissance de dire c'est véhicule hydrogène, mais ça reste un véhicule électrique. Et on va juste, au lieu d'emmener de l'électricité dans nos batteries sur les véhicules, finalement on va refabriquer de l'électricité sur le véhicule à partir d'hydrogène. Donc on part de l'électricité, je passe par l'hydrogène pour refaire de l'électrique. Donc il faut que faut vraiment qu'il y ait un sens, je dirais, au niveau environnement, puisque sur le papier c'est un petit peu absurde, on pourrait dire, de faire cette transformation. Donc notre vision, en tout cas à Renault Trucks, c'est de dire il faut que ce soit sur certaines applications où on ne sait pas faire en électrique batterie, typiquement de la très longue distance ou du double équipage, c'est-à-dire que le conducteur s'arrête et c'est l'autre qui reprend la route, puisque de toute façon il y a une coupure pour le conducteur, donc on pourrait recharger avec de la batterie. Donc vous dire qu'est-ce que ce sera le camion de demain, je pense que faut arrêter de penser qu'il va y avoir une énergie qui va faire papa-maman, qui va faire comme le diesel. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc il va falloir piocher, alors je ne sais plus les slides que j'avais, mais il va falloir piocher entre l'électrique batterie, l'électrique pelle à combustible. On va garder encore une proportion peut-être de 10-15% de véhicules moteurs à combustion interne avec de l'hydrogène, avec des biocarburants, avec du biogaz, puisque le biogaz c'est une bonne énergie pour décarboner. C'est plus la disponibilité dans le réseau qui est peut-être faible ou qui ne sera pas suffisante pour atteindre les objectifs de décarbonation. Donc j'avance pour voir ce que je faisais. Ça ne marche pas, mais si on peut avancer en régie. Est-ce qu'on peut avancer, oui, s'il vous plaît? Je devais avoir d'autres slides. Alors ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon. C'est pas grave. Les options court terme là, que vous avez sur les types de véhicules. Oui. Alors en court terme, pour décarboner, on va avoir des biocarburants, donc ils vont être de différentes formes. On a tout ce qui est carburant de synthèse, XTL, HVO. Là, je dirais que le message à retenir, on considère que c'est assez prometteur en termes de décarbonation. On peut aller de 0 à moins 90% de CO2. Tout dépend de l'origine du carburant. Et j'ai aimé votre question de dire est-ce qu'on est sûr que c'est bien du biogaz ou pas. Donc voilà, c'est sur la partie gauche. C'est pour ça qu'on dit de 0 à moins 90% de CO2 du puits à la roue. Tout dépend de ce qu'on va utiliser en amont. Donc c'est très important d'avoir cette connaissance-là. C'est des carburants, c'est la même molécule qu'un gasoil classique. Donc un moteur, en tout cas, notre R&D nous dit, on ne saura pas le différencier dans un véhicule. On ne saura pas dire à l'instant T quel type de carburant il y a entre quel type de XTL ou HVO. Ça veut dire en termes de vignette critère, on va rester sur une vignette critère 2. On travaille avec du B100 et on ne travaille pas avec n'importe qui. Donc le B100 fait à partir de colza. Donc souvent on pense que on pique des terres aux agriculteurs ou pour l'alimentation humaine. Le colza, alors nous on n'est pas énergéticien à Renault Trucks, on construit des camions, mais on se sert des énergies qui existent. Le colza, au départ, c'est pour l'alimentation du bétail. Et puis, on va en faire aussi de l'huile de colza, mais qui n'est pas énormément consommée. Donc, on va venir schématiquement briser le résidu pour en faire du carburant. Moins 60% de CO2 du champ à la roue, c'est une bonne énergie pour décarboner. Au bout d'un moment, il n'y en aura pas suffisamment. On ne va pas faire que des champs de colza. Donc, c'est peut-être une énergie transitoire. Mais je dirais que pour un transporteur qui veut commencer à décarboner, c'est une bonne solution. On a une solution B100 irréversible. On sait dire qu'il n'y a que du B100 dans le véhicule.
Donc on a la vignette Crit'Air pour rentrer dans les centres-villes. Mais voilà, ça fait partie d'un mix énergétique. On a aussi le gaz, donc vous voyez moins 10% de CO2 du puits à la roue. C'est pas neutre, mais on considère que c'est pas suffisant. Avec du biogaz, on a moins 70% de CO2. Mais on mise beaucoup plus sur l'électrique avec un pouvoir décarbonant beaucoup plus élevé, hein, moins 95% de CO2 du puits à la roue, zéro émission de particules et de NOx. Et puis un silence, une sérénité d'usage pour le conducteur, pour les usagers, aussi les riverains. Sur l'électrique, c'est quoi la limite par rapport au transport routier? C'est le temps de recharge pour le moment qui n'est pas supportable en l'état pour l'activité? Les questions principales, c'est toujours l'autonomie. Et on se rend compte que dans toutes les questions qu'on a, c'est quoi l'autonomie? J'ai besoin de 400 km, j'ai besoin de 500, 800. On se rend compte dans les faits que l'autonomie demandée n'est pas toujours l'autonomie réelle. On a tendance, hein, mais nous tous, hein, un petit peu à surestimer cette autonomie qu'on peut contourner par de la recharge. On peut arriver à des recharges rapides. Ça pose des questions d'infrastructure, ça pose des questions de capacité sur les sites. Donc là, Renault Trucks, on accompagne, hein, on va au-delà un petit peu de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. On accompagne nos clients sur qu'est-ce que c'est votre parc, quand est-ce que vous avez prévu de renouveler vos véhicules. On a un partenariat avec Enedis pour aussi savoir quelle est la puissance sur votre site, quel est votre historique de consommation pour voir un petit peu la place disponible pour installer des bornes. Mais encore une fois, on n'est pas en train de dire que 100% d'électrique, 100% c'est voilà, 1, 2, 10 véhicules pour commencer à voir un petit peu, commencer à apprendre. On apprend aussi en marchant. Mais les véhicules, voilà, ils ont déjà, on a déjà parcouru plus de 2 millions de kilomètres, plus de 2000 tonnes de CO2. Donc il y a des solutions d'avenir, mais il y a aussi des solutions en électrique batterie qui fonctionnent déjà. Alors là, je mentionne les véhicules électriques, mais en baissant ou d'autres, on décarbone déjà. On a eu des témoignages de 2 personnes. Donc c'est déjà lancé, on va continuer. En électrique, c'est jusqu'à combien le véhicule le plus gros actuellement qui fonctionne chez vous? Alors on va du Master 3 tonnes 1, 3 tonnes 5, on a un 16 tonnes, 19 tonnes, 26 tonnes. Les autonomies sont plus grandes en 16 tonnes, puisqu'on portait jusqu'à 6 packs de batterie. On aura l'année prochaine des autonomies de plus de 500 km. Donc tout le choix, et c'est dans l'accompagnement qu'on fait, c'est dire plus je mets de batterie, moins j'ai de charge utile. Donc c'est de trouver le bon compromis entre ces deux paramètres et de les contourner par de la recharge rapide. Dans la majorité des cas aujourd'hui, c'est des charges nocturnes sur des bornes 22 kW, assez peu dimensionnées, mais qui permettent de repartir le lendemain et d'opérer sur 300-400 km. Très bien. Peut-être la conclusion avant de passer la parole à... Ouais. Alors j'avais l'efficacité énergétique, la batterie, vous voyez, hein, 62% de rendement entre l'énergie à la roue et l'énergie source. Si on fait la même chose par électrolyse, on fabrique de l'hydrogène, mais je pense qu'il y a des spécialistes qui connaîtront mieux le sujet que moi, mais on va le stocker dans des réservoirs à 700 bars et on passe dans la pile à combustible et toujours dans notre moteur électrique, vous voyez le rendement 18%. J'ai mis les autres énergies, c'est encore moins. Le message, c'est l'électrique batterie, c'est 3 à 5 fois plus efficace énergétiquement pour faire le même kilomètre. Donc il faut vraiment qu'il y ait un sens sur l'application. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie, merci. Donc deuxième intervention avec Gilles Bostert. Bonjour à vous également. Bonjour. Alors vous êtes le directeur marketing de Scania France, basé du côté d'Angers. Vous nous parler de vos pistes pour proposer des véhicules décarbonés, notamment, là pour le coup ça va faire le pendant, hein, après vous pouvez enchaîner et revenir sur quelques points, mais sur les véhicules les lourds à hydrogène. Alors, donc je m'appelle donc Gilles Boster. Je travaille chez Scania. Et vous avez un petit support dans ces Scania. Oui, on va le regarder. Un petit support Scania peut-être à mettre Merci. À l'image. Voilà. Alors, on a un point commun avec Renault, c'est que nous avons tous les deux des usines en France et des sièges en Suède. Voilà. On est d'origine suédoise aussi. Alors nous fabriquons des camions, des autocars et des autobus de 19 tonnes et plus. Donc ce sont vraiment des véhicules lourds. Et je voudrais revenir en fait. Pour le moment, aujourd'hui, nous proposons la gamme la plus large d'énergie alternative. C'est-à-dire qu'on nous proposons des véhicules au biodiesel, au diesel, au diesel synthétique, au B100, à l'éthanol, des véhicules qui fonctionnent à l'électricité, donc en PHEV, donc en hybride rechargeable ou en véhicule à batterie. Et puis on travaille aussi sur les véhicules à hydrogène. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît important.
aujourd'hui, nous sommes confrontés en tant que constructeurs à deux, et comme tout le monde d'ailleurs, à deux grands défis. Il y a un défi sanitaire et un défi environnemental. Le défi sanitaire, c'est ce qui dans les villes avec l'implantation des ZFE, c'est 40 000 morts par an dus à la pollution. Aujourd'hui, à fin 2024, 45 agglomérations auront dû mettre en place les ZFE et nous avons un système de vignettes critères qui fait que nous proposons des véhicules qui peuvent justement correspondre à ces vignettes. Clairement, c'est ces contraintes-là qui sont liées à des vrais problèmes de société qui vous poussent, vous, constructeurs. Exact. Ouais. On a les normes Euro. Les normes Euro, tous les 3 ans, il a fallu que nous changions de norme Euro. La dernière norme Euro, c'est la norme Euro 6. Par rapport à la norme Euro 5, pour nous, Scania, ça a été 1 milliard d'euros de développement. Pour nos clients, ça a été 10 000 euros de plus en moyenne par véhicule. On a baissé, depuis la norme Euro 1, les émissions de particules de 95%. Par rapport à la norme Euro 5, on les a baissées de 50%. On attend une norme Euro 7 en 2027 qui va encore baisser probablement, on est en train d'en discuter, les particules issues du moteur de l'ordre de 50% et on va prendre en compte les particules dues à l'usure de l'embrayage, le freinage et l'usure des pneumatiques sur la route. Ça, c'est la première. L'efficacité, un peu comme voilà, on parle d'efficacité, mais quand on regarde la littérature des gens qui regardent sur les émissions de gaz à effet de serre, qui disent bon, ok, on va gagner alors des choses sur la consommation, encore plus sur les polluants, mais finalement, c'est compensé, enfin, c'est perdu par la hausse de la circulation. Oui, alors là, on parle vraiment des polluants locaux, les particules, les NOx, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Deuxième grand défi, c'est le défi environnemental. C'est les émissions de CO2. C'est la COP21 qui dit, COP21 à Paris, qui dit à l'horizon 2050, on limite le réchauffement de la planète à 1,5 degré maxi. En gros, pour ça, il faut qu'on baisse nos émissions de CO2 de 2% par an. En ce moment, mondialement, on est en train de les monter de 6%. Et ça, c'est mon point. Je crois qu'il ne faut pas se mentir là-dessus. C'est pas parce qu'on dit je vais utiliser tel carburant que regardez, je suis vert. Il va falloir qu'on regarde comment on va utiliser, d'où vient ce carburant. Ouais, juste une petite précision. Il y a une confusion qui est faite sur l'arrêt des moteurs thermiques, la norme d'arrêt des moteurs thermiques pour les voitures. Ça, c'est vrai, ça a été acté. Pour les camions, il y a une petite nuance et on dit arrêt des moteurs thermiques pour les véhicules industriels utilisant majoritairement des énergies fossiles. Et alors, voilà, majoritairement des énergies fossiles, ça veut dire que on va continuer, et il faut qu'on puisse continuer à utiliser des véhicules thermiques. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas une énergie qui va se substituer à toutes les autres. Il n'y a pas une énergie miracle qui va émerger comme ça. Le bon point là-dedans, c'est qu'on a déjà aujourd'hui, on est capable de réduire de 80 à 90% les émissions de CO2. Il n'y a pas besoin d'attendre, on peut le faire immédiatement. Et certains clients le font et le font en toute bonne conscience. Je voudrais, si c'est possible, de montrer la première slide. Pardon, c'est moi qui actionne. Voilà. Si ça veut bien marcher. Non, ça ne veut pas bien marcher. Si la régie peut m'envoyer la première. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que concernant les émissions de CO2, il y a 3 moyens de réduire les émissions de CO2. La première, c'est d'avoir des véhicules et des véhicules avec une efficacité énergétique qui est améliorée. Par exemple, alors voilà, ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est que aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de mesurer les émissions de CO2. La réglementation aujourd'hui nous dit, vous allez la mesurer, on va regarder le CO2 qu'il y a dans le réservoir, enfin, la consommation de carburant du réservoir à la roue, les émissions du réservoir à la roue. Ça, c'est la norme Vecto, par exemple, qui nous oblige depuis 2014 à donner aux clients une estimation de ce que son véhicule va émettre en CO2. La deuxième, et c'est ça que nous utilisons, nous, merci, c'est de regarder d'où vient le carburant. Par exemple, l'électricité. Si vous prenez un véhicule électrique, si vous utilisez de l'électricité venant d'une usine à charbon, c'est complètement idiot, ça ne sert strictement à rien. Par contre, si on mesure du réservoir, donc de la batterie à la roue, il y a 0 émission. Donc quand nous comparons, nous, les biocarburants, nous les faisons du puits à la roue. Par exemple, l'agglomération de Montpellier s'est équipée d'autobus à éthanol, ED95, qui fonctionne avec de l'éthanol issu du marc de raisin. Donc on prend des résidus. Et là, on va regarder les émissions de CO2 du puits à la roue.
Mais il y a une autre, et on arrive maintenant, quand on va comparer les différentes solutions d'immobilité, à la troisième, qui est le cycle de vie du véhicule. Et on va prendre ce que les Anglais appellent le cradle to grave, du berceau à la tombe. On va regarder ce que nous produisons, nous, en CO2 quand on construit le camion, comment il est utilisé et comment on va le recycler. Et c'est là qu'il ne faut pas se mentir. Vous pouvez prendre des énergies qui sont des énergies fossiles, ça ne sert à rien, c'est pas parce que vous changez d'énergie que c'est bon en CO2. Par contre, si cette énergie est obtenue à partir de la biomasse, ça peut être tout à fait efficace et tout à fait vertueux. Alors là, justement, j'ai une question pour vous, constructeurs, par rapport à des transporteurs qui s'équipent en plus. Est-ce que vous arrivez à mettre en place un réseau de partenariat? Est-ce que vous impliquez dans ces aspects de stations et de sourcing, quoi, quelque part? Ou est-ce que là, c'est trop éloigné de votre métier? Non, alors vous prenez par exemple les véhicules électriques. Si on prend le cas des véhicules électriques, notre stratégie, c'est de dire en 2030, la moitié des véhicules que nous allons vendre, aujourd'hui on en vend 6 à 7 000 par an, seront des véhicules électriques. Et pour ça, on a besoin de bornes de recharge. Scania s'est associé avec le groupe Volvo, MAN et Mercedes pour implanter 1700 bornes de recharge à travers l'Europe, mais des bornes de recharge rapides, pour un budget d'à peu près 600 millions d'euros. On a des partenariats, mais les clients décident aussi avec quel fournisseur ils souhaitent travailler. Peut-être un complément de Renault Trucks là-dessus. Non, c'était juste pour dire que les bornes étaient dédiées poids lourds, pour que ce soit bien clair. C'est ça. Alors, il y a un facteur dont je n'ai pas parlé, c'est celui de l'hydrogène. Alors, sur l'hydrogène, c'est particulier. Et je suis très content que le président Gibelin en ait parlé, parce que si vous prenez de l'hydrogène tel qu'il est fabriqué aujourd'hui, c'est reformage du CH4, donc du méthane. Pour produire 1 kg d'hydrogène, vous émettez 10 kg de CO2. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une énergie qui consomme et qui produit autant de CO2 que la production d'hydrogène par ce biais-là. Par contre, dès qu'on utilise de l'hydrogène décarboné, alors là, on est extrêmement vertueux. On est de l'ordre de 90% de réduction de CO2. Tout ça pour dire qu'on est en train de regarder, commercialement, on n'a pas de véhicule hydrogène qui soit disponible. On est en train de regarder, on travaille dessus. Là, on parlait jusqu'à maintenant de l'hydrogène à partir de la pile à combustible. Nous travaillons aussi sur expérimenter des véhicules qui utiliseraient l'hydrogène comme carburant dans un véhicule à combustion interne. Ça pose des problèmes pour le moment, mais enfin, il y a une recherche qui est faite. En tout état de cause, nous considérons que l'hydrogène restera une énergie de niche pour des cas très particuliers. Mais que le centre de la stratégie, ce sont les véhicules, dans la partie électrique, ce sont les véhicules à batterie. Avec ce qu'on appelle les range extenders, c'est-à-dire les prolongateurs d'autonomie. Le premier, c'est le réseau de recharge. Plus on a de recharge, plus on peut aller loin, plus on a de l'autonomie. Le deuxième, c'est l'hydrogène, qui pourra être un cas particulier, dans des cas très particuliers de transport lourd, dans des régions qui sont mal équipées. Là, ça pourrait être le cas. Et le troisième, je vais y revenir. Alors, je vais y revenir parce que dans l'ordre de mes diapos, c'était pas ça. Ce que je voulais vous montrer ici, c'était simplement le bilan carbone de 3 énergies. Les batteries, la pile à combustible et les véhicules à combustion interne. Et vous voyez que de très loin, ce sont les véhicules à batterie qui, pour le moment, offrent, et dans l'état actuel de nos connaissances et dans l'état actuel de production, qui offrent le bilan carbone le plus vertueux. Alors, la troisième, je vous parlais du range extenders, là. La troisième solution que nous voyons, nous, pour décarboner, parce que là encore, l'idée, c'est pas de faire du greenwashing, c'est de dire, je prends une énergie parce que vraiment, je veux décarboner. Et la troisième solution pour nous, elle consiste, dans les parties électriques, de faire en sorte qu'on capte l'énergie, le camion capte l'énergie en même temps qu'il se déplace. Et ça donne ça. Ça donne des véhicules qui sont en ce moment, qui ont été testés en Suède, qui sont en ce moment en test en Allemagne. Il y en a 22 qui sont en test dans trois régions d'Allemagne. C'est ce qu'on appelle les ERS, Electric Road Systems. Et vous voyez des véhicules ici ce sont des véhicules, soit des véhicules hybrides, soit des véhicules à batterie, qui captent l'énergie sur une caténaire. Ça peut être ici une caténaire, ça peut être aussi un rail dans le sol, comme on peut le voir dans les tramways, et qui va à la fois utiliser l'énergie pour recharger ses batteries, mais aussi pour faire avancer le véhicule. Bilan de l'opération, ça permet, si vous électrifiez 2% du réseau le plus emprunté par les camions, de baisser les émissions de CO2 de 60%.
c'est extrêmement efficace. Alors, nous avons participé à un rapport qui a été remis à l'époque à Jean-Baptiste Djebbari, qui était ministre des Transports, pour expliquer que pour lui donner la position de l'ERS. En gros, si on veut baisser les émissions de 60% dans les camions, on pourrait électrifier 9000 km du réseau français, qui permettrait de laisser tout point du réseau à moins de 125 km d'une alternative ERS. Et ça permet d'utiliser des véhicules avec des batteries moins grosses, c'est moins cher. La charge utile, les 9 batteries qu'on a sur un véhicule aujourd'hui, c'est 1,6 tonne de plus sur le véhicule. Ça permet de réduire, d'augmenter la charge utile et surtout... Alors, j'ai vu un sourire sur la figure de Monsieur Gibelin. C'est vrai que de voir une espèce d'hybride là, entre le camion et le train... Eh oui. J'allais forcément vous dire, au bout d'un moment, ça s'appelle un train. Mais non, mais je comprends exactement tout à fait ce que vous vouliez, mais c'est en même temps très intéressant de le montrer, parce que ça confirme que justement, il y a une cohérence à travailler cette complémentarité. Et ce qui a été dit tout à l'heure par un des intervenants, c'est que il y a bien la complémentarité entre le camion et le train, mais que on voit bien que si on pousse le raisonnement, et votre démonstration amène à ça, il y a un vrai intérêt à ce qu'il y ait cette complémentarité, et que pour la longue distance, le train, pour le fret, est quand même la solution qui apparaît tout à fait pertinente. Alors, ces véhicules-là, en fait, on en arrive au développement des véhicules à batterie, qui est la suivante. C'est que, vous savez que les camions ont l'obligation de s'arrêter toutes les 4h30 pour 45 minutes de pause. Nous avons annoncé l'année dernière la production de tracteurs à utilisation régionale qu'on va lancer en 2023. Fin 2023, on va annoncer ces véhicules-là longue distance à batterie. Et là, on va avoir des batteries de l'ordre de 624 kWh. Si on veut les recharger en 45 minutes, la durée de la pause sur les aires de repos, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des chargeurs de l'ordre du 850 à 1 mégawatt de puissance. C'est énorme. Et donc, le recours à ce système-là permet de réduire l'impact des batteries, la taille des batteries. Et je voudrais revenir, j'avais commencé une phrase, et j'en terminerai par là. Donc, il y a 3 moyens de décarboner. On vient d'en parler, là, ce sont les énergies alternatives. Il y a la formation, l'énergie, l'efficacité énergétique. Vous savez que depuis 30 ans, les camions qui circulent aujourd'hui, ce type de camions, leur vitesse commerciale a été multipliée par 2. La puissance a été multipliée par 3. La charge transportée a été augmentée de 30%. Et la consommation de carburant a été divisée par 2. Donc les émissions de CO2. Donc ça, c'est une première. On travaille beaucoup là-dessus. On vient de lancer une nouvelle gamme de moteurs diesel, un rendement proche de 50%, avec 8 à 10% de réduction de consommation, donc de CO2. Et enfin, la troisième chose, c'est d'avoir des transports intelligents et sûrs. D'abord, de former les conducteurs. Tous ces véhicules-là sont connectés au réseau et toutes les 10 minutes renvoient dans un data lake en Suède les données d'exploitation. Et le conducteur a une indication sur son tableau de bord en temps réel sur la manière dont il conduit et les conseils qu'on peut lui donner. Et ça permet de baisser d'environ 10% les émissions de consommation, donc les émissions de CO2. Merci, Gilles Postert. Pardon d'avoir été un peu long. Donc on va vous donner la parole là, sur donc ce que vous avez entendu, vu, sur des demandes de précision, donc vis-à-vis de ces deux constructeurs. Voilà, avec cette image effectivement très étonnante. On ne sait pas si c'est retour vers le futur, mais voilà, en tout cas ça ouvre des horizons. On voit qu'il y a rien qui soit figé. Est-ce qu'il y a des questions là, peut-être? N'hésitez pas. Le plus dur, c'est de se lancer sur la première question. Alors il y a une question ici. Avec ce qu'on entend aujourd'hui, quelle garantie on a sur l'approvisionnement de l'électricité? La question de l'approvisionnement, donc là on se met du point de vue donc, du consommateur, mais vis-à-vis de qui? Du constructeur? Le constructeur n'est pas le fournisseur d'énergie électrique, mais quand on entend aujourd'hui qu'on va avoir des coupures cet hiver, est-ce qu'on est sûr que dans 5 ans, on arrivera à alimenter les voitures électriques, les camions électriques? Parce qu'il aurait fallu Enedis avec nous. Alors oui, moi je ne suis pas énergéticien, mais on a régulièrement la question et RTE est plutôt rassurant sur le sujet. Alors effectivement, le contexte actuel fait que
Le nucléaire, à une époque, c'était plutôt mal vu et du coup, on a eu un entretien de nos centrales plutôt faible, voire inexistant. Et maintenant, ce qui devait durer un mois l'été, là où il y a le moins de demandes, finalement, dure plus longtemps et nécessite des arrêts prolongés et du coup, des risques de coupure. Alors, on est plutôt en train de dire que on n'a entendu pas de panique, donc je pense qu'il ne faut pas paniquer justement. Les prévisions qu'on a, c'est effectivement le nucléaire va certainement repartir avec peut-être des plus petites centrales pour produire de l'électricité plus rapidement, pas des projets de 20-30 ans, avec des maintenances plus légères. On a la chance d'avoir le nucléaire en France. Je pense que l'opinion publique et politique a un petit peu changé sur le sujet. Donc on est plutôt rassuré. Les véhicules électriques vont logiquement consommer plutôt la nuit pour la majorité des applications. On va avoir aussi des solutions puisque sur nos batteries de camions, elles vont avoir des durées de vie entre 8, 9, 10 ans sur le véhicule, mais à l'issue de cette période-là, elles ont encore énormément de capacité, pas suffisante pour le véhicule pour faire sa tournée, à moins de le mettre sur une tournée un peu moins sévère, mais elles ont beaucoup de capacité de stockage. Donc on voit beaucoup aussi une seconde vie pour les batteries, pour stocker de l'énergie, et on le voit dans le cadre du forum Energaia aujourd'hui, de stocker de l'énergie pour pouvoir la redistribuer à un moment où on en a réellement besoin, éviter les pics de consommation. Donc c'est une des solutions pour justement éviter d'avoir ce type de coupure ou d'arrêt. Alors vous parlez du nucléaire, moi je ne vais pas du tout m'aventurer sur ce terrain-là, mais je fais référence peut-être aux ambitions de la région, de régions à énergie positive sur les renouvelables. Est-ce qu'on peut imaginer un rôle des pouvoirs publics locaux, territoriaux on va dire, pour assurer alors on parlait de corridors, des choses comme ça, en tout cas assurer une base de production fiable, décarbonée, renouvelable, qui profiterait en plus à l'économie du territoire, ou est-ce que ça c'est trop hypothétique, trop difficile à mener? Non, mais nous le faisons. Nous avons un travail de partenariat avec EDF qui est très important. Il va y avoir une convention de partenariat à l'échelle de la région avec EDF sur ces aspects, c'est-à-dire sur cette dimension de pouvoir garantir un éventail aussi de production différente, d'origine différente de l'électricité, évidemment avec une assise sur le nucléaire. Dans la région Occitanie, ça compte, ça existe, hein, et le gardois que je suis ne l'oublie pas, bien évidemment. Mais au-delà, il y a cette diversification. J'évoquais tout à l'heure la question de l'hydroélectricité sur Luchon. Donc, nous avons la chance d'avoir une région très diverse qui a cette capacité, et EDF a fait le choix d'avoir un partenariat fort avec la région Occitanie. La présidente Delia a l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et je sais qu'il y aura dans les prochaines semaines une vraie convention qui marquera cette démarche et qui permettra de répondre à la question qui était posée tout à l'heure de est-ce que oui ou non il y a un danger. Je crois que, évidemment, nous sommes dans les semaines qui viennent avec des difficultés, mais je crois que ça reste raisonnable de travailler à plus long cours, et ce qui vient d'être dit ce matin est sérieux pour l'avenir, avec cette volonté de mix énergétique. Merci à vous. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va voir un autre aspect possible. Voilà, c'est l'idée de faire du neuf avec du vieux. On voit qu'il y a des idées de toutes sortes qui arrivent. Alors, pourquoi pas faire du neuf avec du vieux? C'est quelque chose aussi qu'on retrouve en informatique. On parle de reconditionnement. En matière de véhicules, on parle de rétrofit. Alors c'est rénovation dans notre langue de Molière, tout simplement, la rénovation. En simplifiant, on va dire que c'est une opération qui consiste à enlever le moteur thermique à pétrole et à le remplacer par un moteur à énergie propre, je caricature. Et avant d'écouter un fabricant de bus qui développe le rétrofit, je voudrais redonner la parole à Jean-Luc Gibelin sur cette question du rétrofit. Est-ce que c'est une phase transitoire pertinente pour décarboner rapidement les véhicules lourds? Alors, je ne sais pas si c'est pour le décarboner rapidement. Je crois que ça reste, et ça doit rester, une question de cohérence. Ça vient d'être dit sur les batteries, par exemple. Je crois qu'il faut aussi intégrer dans toute la question
Ça a été indiqué tout à l'heure, quand vous prenez la question de la réalisation et de la construction de matériel neuf, il faut intégrer la production de carbone, l'impact carbone sur la totalité. Et donc demain, l'ensemble des flottes de poids lourds, mais de cars, à l'échelle de la région, il y a 5000 véhicules qui circulent tous les jours. Si demain, nous disions aux transporteurs, il faut 5000 nouveaux véhicules, l'impact carbone de la création des 5000, je ne parle même pas du fait qu'aujourd'hui, aucun constructeur ne serait capable de nous livrer 5000 véhicules, mais l'impact carbone de la création de 5000 véhicules serait évidemment terrible et l'utilisation de carburant décarboné prendrait un temps énorme pour arriver à effacer cet impact carbone. Donc il faut un équilibre entre la réalisation de nouveaux véhicules et ce que le constructeur vient de montrer montre qu'il y a des perspectives intéressantes et en même temps la réutilisation de ce qui a déjà fonctionné parce que les opérations de mi-vie des trains comme des cars permettent d'imaginer un nouveau départ pour plusieurs années de véhicules. Là, je parle des cars puisque c'est plus sur lequel la région est compétente, mais je suis persuadé que sur les poids lourds, nous avons la même situation. C'est-à-dire qu'il serait complètement fou de considérer que la seule solution serait de ne faire que du neuf. Et je pense qu'il faut évidemment faire du neuf pour continuer de tirer vers le haut et continuer de faire grandir les innovations. Et en même temps, je crois que c'est très important que ces innovations, elles s'appliquent à ce qui existe déjà. Et en ce sens, ce que fait Safra en région Occitanie à Albi est vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'ils sont en capacité de faire avec des cars qui sont annoncés en fin de vie ou en tout cas en mi-vie, des véhicules qui sont des véhicules tout à fait opérationnels et nouveaux. Et vraiment, nous sommes satisfaits de ce qui se fait. Très bien, donc on a compris que vous étiez très favorable à cette option-là. Et donc votre voisin, c'est Eric Baleviez qui est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de Safra, donc une entreprise qui a 65 ans, basée effectivement à Albi dans le Tarn. Vous construisez aussi et vous rénovez donc des bus. Vous êtes le leader en France des bus à hydrogène que vous produisez depuis 2011. Oui. Vous allez nous en parler un tout petit peu, mais ce matin, vous allez surtout nous donner votre retour d'expérience sur votre activité de rétrofit que vous avez démarré seulement, on va dire, il y a 2 ans. Oui, alors, et avant de rentrer sur une application très technique, qui est le rétrofit, une synthèse aussi, on est sur de la mobilité urbaine, du transport de personnes dans nos applications, en opposition ou en complément au transport plus camion. Ce qui est intéressant et qui montre aussi la maturité de nos échanges et des filières qui sont en train de se mettre en œuvre aujourd'hui. On parle de choses qui sont importantes à nos yeux, je pense à tous. Il ne faut pas opposer l'électricité à l'hydrogène, la batterie à l'hydrogène. Les deux doivent s'inscrire et prennent sens en fonction de leur utilisation. Il est des cas, et même dans la mobilité urbaine, qu'on soit sur de l'autobus, centre-ville, ou du véhicule interurbain, donc typé autocar, il y a des cas, et ils sont nombreux, où il fait plus sens d'avoir un véhicule à batterie électrique parce que sa mission quotidienne, journalière, va permettre sur sa durée de vie de ne faire un seul et unique remplacement de batterie. Du coup, son coût de possession, et au final, on n'est pas là pour se faire plaisir techniquement, on parle d'environnement et d'impact sociétaux et sociaux et de santé. L'impact dans ce cas-là sera favorable, mais il est des cas, et on est en train d'y arriver, puisqu'il y a déjà un parc électrique important sur l'autobus, où maintenant, avec le cadre réglementaire qui est en œuvre et qui est quand même plutôt très volontariste, on arrive sur des usages, des missions où des véhicules urbains vont avoir des kilométrages quotidiens, des missions d'opération qui sont de 250 à 300 km jour. Donc un véhicule qui va sortir le matin vers 6 h du matin, qui va rentrer vers 22 h, une vitesse commerciale relativement élevée. À ce moment-là, la chimie étant ce qu'elle est aujourd'hui, la batterie dans la durée va perdre de son autonomie. Et sur la durée de vie du véhicule, un véhicule urbain, il est fait pour durer environ une quinzaine d'années, 15 à 17 ans. On risque fortement d'avoir à remplacer la batterie plus que 2 fois. L'impact environnemental, il est dans ce cas-là désastreux. L'approche du puits à la roue, elle est la seule à prendre en compte vraiment dans nos filières.
il faut intégrer le prix d'acquisition, le prix de l'énergie, et le coût de la maintenance et le coût de possession. Donc vraiment, oui, il ne faut pas opposer les deux. Les deux sont complémentaires. Donc surtout pas de dogme. L'hydrogène n'est pas mieux. L'hydrogène est complémentaire dans son utilisation sur la mobilité urbaine. Et au-delà de ça, au-delà de l'impact également environnemental, on est là aussi sur des notions qui sont importantes et surtout sur cette phase malheureusement d'accélération de la transition énergétique, que sont des notions aussi d'indépendance énergétique. On a besoin d'être indépendant énergétiquement, de produire de plus en plus d'hydrogène. Et oui, l'hydrogène, il faut qu'il soit vert le plus possible. C'est les projets qui sont en cours aujourd'hui au niveau de différentes régions françaises. Donc il faut que cet hydrogène soit vert. Ça va nous permettre une indépendance énergétique. Et au-delà de ça, et notre entreprise en est, parmi tant d'autres, une démonstration vraiment concrète au quotidien, elle va avoir un impact de réindustrialisation régionale et nationale avec une empreinte industrielle forte. Ça fera sur un an, porté par un projet tel que le rétrofit, donc prolonger la durée de vie du matériel et diminuer son impact carbone, c'est plus que doubler nos effectifs, passer de 80 à 200. Et dans les années à venir, c'est encore doublé pour avoir un plan de montée en échelle industrielle pour 2025 entre 380 et 400 personnes. Donc réindustrialisation, c'est également un des événements. À court terme, si je traduis, est-ce que ça va être plus le rétrofit qui va arriver finalement très fort et l'hydrogène va rester en montée en puissance plus douce là dans la prochaine décennie? Les deux, non. Alors l'hydrogène, oui. Aujourd'hui, il y a une accélération parce que si on prend la partie véhicule urbain, on arrive à ces émissions de 280, même 250 à 300 km/jour. Là, l'hydrogène permet une utilisation de 1 pour 1. Ça veut dire qu'un autobus hydrogène va remplacer un véhicule diesel. Là où il faudrait entre 1,2 et 1,4 véhicules, on parle en coût de possession, véhicules électriques pour faire cette mission. De l'autre côté, l'accélération pour décarboner et sur la durée, pour accélérer, on revient aux discussions qui sont la situation aujourd'hui. Ça reflète cette situation. Si on prend la mobilité aujourd'hui, si on se borne au niveau national déjà, depuis janvier 2022, 25% des acquisitions de véhicules sur le transport urbain doivent être faites avec des véhicules zéro émission. Zéro émission, donc électriques, qu'ils soient à batterie ou hydrogène. 2025, c'est 50%. Donc, il y a vraiment cette accélération. Et dans tous les cas, l'offre constructeur, dans nos métiers, qu'on soit sur du Scania, du MAN, du Mercedes, du Iveco, enfin, tous nos confrères qui sont dans ce métier-là, n'ont pas capacité de produire à temps. Donc il y a une problématique de volume pour répondre à cet objectif de décarboner la mobilité. Et il y a cette façon de prolonger la durée de vie, donc d'avoir un impact carbone qui est au final plutôt très bon. C'est-à-dire qu'on va prendre un véhicule qui va avoir entre 7 et 8 ans. Comme vous le disiez, on va faire cette opération de rénovation, mais de rétrofit, qui n'est réglementée que depuis une année. Le décret permettant de faire ceci n'a qu'un an. Et qui dit, constructeur, vous pouvez prendre un véhicule. Donc nous, on est parti sur un véhicule de la région Occitanie, qui est précurseur avec le corridor H2 quand même. Et qui dit, ce véhicule-là, il a rempli sa mission. On est sur un véhicule de type interurbain, des missions scolaires. Un haut besoin en termes de kilométrage et de capacité embarquée et de bagages et de voyageurs. On va enlever l'intégralité de la chaîne de traction diesel, le moteur, la boîte, la partie de refroidissement, quelques compresseurs et des auxiliaires. Et dans le cadre du décret actuel, on espère, comme beaucoup de nos confrères, qu'il va évoluer, et c'est la tendance qui est en train de se généraliser, sans toucher au gabarit du véhicule. On ne peut pas le surélever, on ne peut pas le rallonger, on ne peut pas l'élargir. Sans toucher à la structure même du véhicule, on ne peut pas prendre des éléments porteurs métalliques, de l'ossature intérieure. On va devoir faire rentrer à l'intérieur des réservoirs à hydrogène, une pile à hydrogène, un moteur électrique, des batteries et 2-3 accessoires. Tout ceci, et heureusement,
sans dégrader les performances initiales du véhicule, ni dégrader les performances intrinsèques de sécurité, c'est-à-dire capacité de freiner, des normes sur ces véhicules de retournement. Donc tout ce qui fait partie de l'homologation première. Et c'est là où on voit un cadre réglementaire qui est volontariste, qui est resté un petit peu fragile, un petit peu fébrile sur la façon d'actionner ça, mais qui nous permet aujourd'hui d'être encore à ce jour sur un marché qui est au niveau européen le plus gros marché qui a été lancé par la région en nombre de véhicules de rétrofit. On va rétrofiter 15 véhicules. 15 dans l'absolu, ça peut paraître très peu. Quelle échéance là? Parce que vous dites on doit... On a passé une première étape qui était importante, mais qui est achevée aujourd'hui, d'ingénierie, de rétro-ingénierie. On a pris le véhicule, on l'a complètement démonté, on l'a scanné en 3D, on a fait l'implantation des composants. On a sourcé au niveau mondial entre 15 à 18 fournisseurs de piles à hydrogène, de batteries, de réservoirs, pour rentrer tout ça à l'intérieur du véhicule avec la place qui était disponible. En parallèle, on a mené toute l'étude de sécurité de l'hydrogène. Si c'est bien implanté tout ça, il faut que ça se fasse dans des conditions sécuritaires. Pour à un moment appuyer sur le bouton d'approvisionnement de ces éléments, de pré-test, l'assemblage du véhicule a commencé avec un objectif commun qui est d'aller à l'homologation avec le CNRV, Centre national de réception des véhicules, sur le premier trimestre 2023. Donc ça, derrière, c'est quelques millions d'ingénierie, évidemment, une quinzaine de personnes, sachant que le contexte réglementaire et l'homologation fait que tout ce travail-là ne s'appliquera que sur ce modèle-là de véhicule. D'accord, très précis. Et est-ce qu'on sait où il va tourner, le premier camion rétrofité de Safran? Son propriétaire. Alors ce sera sur la SPL du Tarn, puisque ce sont des véhicules de la SPL du Tarn d'un point à l'autre, et donc la ligne précise aujourd'hui n'est pas arrêtée, mais ce sera sur le Tarn. À ce sujet, je voudrais donner deux éléments. D'abord, Safran a vraiment fait ce travail considérable, mais je veux partager avec vous que ça s'est fait, ils viennent de le dire de manière très élégante, dans un contexte réglementaire qui n'était pas aidant. Il a fallu beaucoup de patience et détermination de l'équipe de Safran, parce que il y avait à la fois un discours officiel pour dire ça a du sens de faire du rétrofit, mais il n'y avait aucun texte réglementaire qui n'était prêt et qui avait accompagné. Et voire pire, il y a eu pendant tout un moment quasiment un blocage de la part des services centraux sur ça n'existe pas et il n'est pas question que ça puisse exister. L'aspect sécuritaire, normatif qui reprend la main. Oui, et puis c'est nouveau et on n'en a pas l'habitude. Et donc, du coup, comment qu'on va faire? Au-delà du discours officiel qui était, oui, ça serait quand même une bonne idée. Et donc, de ce point de vue, ça a quand même demandé un engagement très fort, et je veux vraiment le saluer et y insister, parce que ce n'est que parce qu'il y a eu cette détermination que nous pouvons aboutir à cela. Et ça, c'est quand même très important. Et bien évidemment, nous sommes, très attentifs d'avoir dans les prochaines semaines, dans le premier trimestre, nous l'espérons, l'homologation, parce qu'à partir du moment où il y aura l'homologation, le véhicule pourra circuler et ça fera la transparence sur parfois quelques initiatives ici ou là qui sont plus de la com que de la réalité. C'est pas le tout de dire d'être la première région ou d'être le premier à le faire. Il faut quand même que le véhicule circule. Et il ne circule que quand il est homologué. Oui, ça c'est important de le rappeler. Donc voilà le contexte. Réglementaire, il est contraint. Environnemental, il est réel aujourd'hui. On doit répondre à ça. On va avoir avec ces véhicules, donc ils ont déjà été partiellement ou totalement amortis financièrement. Il faut revenir aussi à la notion de coût de possession et la pertinence de tout ça. Ils ont rempli déjà une première mission. On va les prendre dans le métier historique. Alors, on peut se considérer comme une start-up de 60 pour le rétrofit, de 65 ans. Pour le rétrofit. Ouais. Le métier sur lequel on est également leader en France aujourd'hui, c'est le métier de la rénovation, la prolongation de vie du matériel. On fait de la rénovation mi-vie aujourd'hui de trains, de tramways, de TER pour la région Occitanie. On en a fait en sous-traitance de la SNCF et de bus. Donc ça veut dire que
On va lui mettre une chaîne de traction qui sera zéro émission, qui va lui permettre entre 400 à 500 km d'autonomie avec un plein d'hydrogène qui sera réalisé en une quinzaine de minutes maximum. Et on va également lui remettre un coup de neuf pour le client. Qui lui permettent de bénéficier de nouvelles technologies, d'USB, de LED, des choses à basse consommation. Peut-être en anticipant sur la dernière séquence de la table ronde sur le modèle économique, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner une fourchette de coûts? Alors, et de quoi on parle? Est-ce que c'est par rapport au modèle initial thermique, diesel? Enfin voilà, comment doit raisonner le client d'ailleurs? C'est toujours, c'est pas très clairement, c'est pas une question de langue de bois, de ne pas donner les chiffres, mais ça reste très complexe. Aujourd'hui, on est sur la phase d'industrialisation. Ça veut dire que les composants qui sont montés à l'intérieur de ces véhicules, avec une volonté de l'entreprise d'avoir une empreinte industrielle qui soit ou régionale ou nationale, mais on est sur des problématiques de batterie ou de piles, des moments c'est compliqué. Mais ça fait partie du leitmotiv aujourd'hui quotidien. En intégrant le démontage du véhicule, l'acquisition de tous ces éléments qui sont coûteux, les réservoirs, les piles, les batteries pour les principaux, la mise en œuvre industrielle de tout ceci, un reconditionnement du véhicule qui va être de la peinture, etc., etc. La fourchette de prix d'un véhicule rétrofité qui va partir pour 8 à 10 ans de nouvelle exploitation en zéro émission va se situer à terme entre 280 à 320 000 euros. Par rapport à un coût normal? Par rapport à un coût normal de véhicule diesel qui, en fonction de sa configuration, clim, pas clim, etc., peut, pour cette catégorie, se situer autour des 200-220 000 euros, j'imagine. Merci pour cette précision. Peut-être juste avant de vous laisser la parole pour une question là-dessus, j'aurais voulu juste avant demander aux transporteurs, alors évidemment vous n'utilisez pas les bus, pas d'avis sur le bus rétrofité de Safra, mais cette certification de rétrofit, puisque ça se travaille aussi dans le milieu du poids lourd. Est-ce que ça, pour vous, c'est une piste ou pour le moment, vous le voyez d'un peu loin parce que pas aussi non plus de sécurité là-dessus? Quel est votre point de vue là-dessus? Il y a 15 jours, donc Clermont-Ferrand, j'ai visité une usine, une entreprise qui se lance dans le rétrofit. Aujourd'hui, ils font des bus et ces jours-ci, ils doivent se lancer dans le rétrofit de tracteurs. Ça peut être très intéressant, mais ça reste un coût quand même élevé. Là, on parle de 280-320 000. L'entreprise que j'ai visitée parlait de 350 000. Un tracteur gasoil, aujourd'hui, on va dire, c'est 100-110 000 euros. Oui, c'est très intéressant et c'est fortement empreint de la notion multi-énergie. Avec aussi les réponses qui sont des réponses sociétales, hein, on l'a dit, parce qu'aujourd'hui le sujet de l'énergie est quand même aussi irriguant sur une notion sociétale, sur une notion écologique, et les solutions qui répondent et qui cochent les cases sont bien évidemment à regarder avec cette notion, encore une fois, de multi-énergie. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord, et les constructeurs, et ça me fait plaisir et ça rassure de l'entendre dire, sont aussi multi-énergie. Par rapport à ça, comme vient de le souligner mon voisin, il y a une notion économique de ce que peut accepter le marché. Le marché aujourd'hui accepte le multi-énergie dans la mesure où il répond à ses avantages écologiques, à ses avantages énergétiques. Nous, avec le train, on y répond avec 6 fois moins d'énergie consommée. Avec le GNV, on y répond avec 80% de moins de CO2. Et encore une fois, l'électrique et ou la partie hydrogène auront également leurs avantages. N'oublions pas malgré tout, aujourd'hui, la contrainte économique. Et là, à 350 000 euros, selon des règles d'amortissement, encore une fois, hein, si on emploie le véhicule 10, 15, 20 ou 30 ans, peut avoir une résonance. Le marché a des demandes, mais aussi des exigences concernant des prix qui se retrouvent de toute manière à l'issue du cycle dans le panier de la ménagère. Si j'acquiers aujourd'hui un véhicule à 350 000 euros, si je consomme une énergie à 3 euros du litre ou du kilo, il faudra que je le répercute au chargeur, et le chargeur saura le répercuter sur son prix final concernant son produit qui finira dans le panier de la ménagère. N'oublions pas ça, c'est une contrainte. C'est une contrainte auquel on doit répondre et ne pas tout miser non plus sur des aides qui existent aujourd'hui, l'ADEME, les aides gouvernementales, mais qui ne peuvent pas être seules constituantes d'un business model. Ok, question du coût, après on va enchaîner, mais c'est vrai que là on est sur la question des bus où il y a d'autres notions aussi sur les polluants, etc. Donc on est sur un marché particulier. Monsieur, une question, peut-être vous présenter? Ou on vous entend? Vous m'entendez là? Ok, parce qu'avec les oreillettes on ne s'entend pas.
Pierre Théry, iMob. Bonjour Monsieur Balvier, on devait se voir à Idéo Day, je vous vois aujourd'hui. Moi c'est une question générale parce que les constructeurs, et monsieur vient de parler de GCK en Rhône-Alpes, on a Inéo en Pays de Loire aussi qui fait du rétrofit, qui a homologué son camion Ben à l'UTAC à Montlhéry. Donc on n'est pas, contrairement, et je vais me fâcher avec monsieur Gibelin, on n'est pas réellement précurseur, même si le car à hydrogène de la région Rhône-Alpes de GCK n'est pas homologué. Donc il y a une course de vitesse entre Occitanie et Rhône-Alpes pour l'homologation. Sachons raison garder entre la communication et le cachet. On est d'accord, ce sont de excellents communicants. Le père Chichery, il est bien encadré, il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis occitan, donc parlons Occitanie. Le marché, qu'il soit camion ou qu'il soit bus rétrofité, est important. Beaucoup plus important qu'a priori les capacités de Safra le permettront. Est-ce que dans les plans, le développement des gens en formation par Génio et Rio permettrait d'accéder à ces éléments-là? Je suis allé en Pays de Loire et Inéo nous a rétorqué par rapport au monde de l'éducation le secret du process. Je suppose qu'il y a la même démarche chez Safra qui permettrait peut-être de travailler sous licence dans d'autres lieux géographiques. Sinon, il y a un développement d'unités géographiques extérieures à Albi. Je vais m'installer à Albi, alors donc on se reverra plus facilement par rapport à Nogaro où on était, en activité mobilité hydrogène. Mais il y a un développement de la formation à faire, y compris sur le rétrofit. Et là, Gallieni est en pointe sur l'aspect camion. Donc je me permets de vous couper, par contre. Simplement, moi, il y avait une question que je voulais poser sur la formation. Balvier, sur la formation, peut-être là, du coup, c'est aussi la région. C'est la région, on va le laisser parler après, éventuellement, ou on y reviendra dessus. Mais M. Balvier a parlé de prix, a parlé de technique. Combien de temps faut-il et combien de personnes utilisez-vous pour faire un bus du A jusqu'à Z, hein? Le temps de traversée industrielle. L'atelier, c'est ce qui est important pour l'exploitant qui va immobiliser son véhicule, qui va nous le mettre à disposition. Le véhicule va ressortir dans un modèle industriel et qui devra être duplicable sur différents points au niveau national. Sinon, on ne pourra pas traiter tous les volumes sur Albi. Le temps cible aujourd'hui, il est de 4 opérateurs, 4 semaines. Ouais. 4 personnes, 4 semaines. Aujourd'hui, c'est le temps de traversée qui est calé, qui est planifié pour le rétrofit. Ok, alors je ne sais pas si après on peut apporter un complément, sinon comme le temps passe vite et on avait pris un peu de retard, moi j'avais quand même la question des modèles économiques aussi à poser, notamment aux constructeurs. Hein. Vous êtes 3, on va dire, hein. Je vous mets dans le lot, hein, Safra, au niveau des bus, avec les camions, côté Scania et Renault Trucks. Donc on a compris que c'était plus cher. On a compris que même le rétrofit, c'était plus cher. Hein, de l'occasion plus chère, effectivement, avec du neuf dedans. Mais ça, c'est peut-être un peu compliqué commercialement. Quels sont, côté constructeur, les modèles, les offres actuelles ou à venir, peut-être, pour permettre, peut-être, entre guillemets, permettez-moi l'expression, d'amorcer la pompe véritablement, alors avec ou sans subvention mais en tout cas pour durablement enclencher quelque chose de significatif. Comment on se paye ces beaux camions, ces beaux bus? Je commence. Donc chez Renault Trucks, mais je pense chez les autres constructeurs, c'est la même chose. Hein. On a différents modèles de financement qui peuvent être de l'achat complet, de la location financière, de la location full service avec les pneumatiques, les assurances, etc. Il est vrai que si on prend l'exemple des véhicules électriques batteries, sont plus chers à l'achat, tout simplement parce que les volumes sont beaucoup plus faibles par rapport à nos véhicules thermiques actuels. Donc il y a aussi cet effet de, comme vous dites, d'amorcer la pompe. Alors on commercialise déjà depuis 2 ans. On a aussi les aides, on en a parlé, les aides de l'État, les aides régionales, les aides de différentes métropoles. On a des dispositifs type suramortissement. Sur le véhicule électrique à batterie, on va consommer moins de carburant aussi. Alors on sait que l'électricité va augmenter, les énergies fossiles vont augmenter aussi. Donc soit c'est des aides d'un côté, soit c'est des taxes de l'autre. Souvent on dit je vais attendre un petit peu, les prix vont diminuer, mais les aides vont diminuer aussi. Donc je ne suis pas sûr que ce soit bon calcul. Mais en tenant compte aussi de l'entretien qui va être réduit sur les véhicules électriques batterie, finalement, en tenant compte un petit peu de tout ça et puis l'aspect réglementaire, de pouvoir livrer dans des zones où on ne pourra plus rentrer,
de pouvoir répondre aussi aux demandes de vos propres clients, d'avoir des véhicules plus propres, d'avoir le CO2 qui diminue. Finalement, on se rend compte qu'on a des coûts de détention qui sont, alors ça peut aller à plus 10, plus 15%, c'est pas négligeable, mais quand on sait que c'est 15% d'augmentation sur un bien de consommation qu'on va acheter, ou c'est peut-être environ 7% le coût du transport, finalement c'est 1% de hausse. On prend souvent un litre de lait qui coûterait 1 euro, ça coûterait 1,01. Alors, c'est pas forcément adaptable à tous les biens, mais pour dire que ce plus 15%, dans certains cas, ça va être ISO sur certaines applications, voire même on va être meilleur en électrique batterie. Donc je dirais que c'est effectivement, les aides sont là pour nous aider, comme son nom l'indique, à démarrer. On a eu le bonus écologique là jusqu'à fin décembre pour une commande, c'est 50 000 euros pour une immatriculation jusqu'à fin juin 2023. On a eu l'appel à projet de l'ADEME qui subventionnait jusqu'à 100 000 euros pour un porteur, 150 000 euros pour un tracteur. Donc il y a énormément de dispositifs qui existent. Et c'est pas 2 à 3 fois plus cher. Il faut sortir de ce débat-là. C'est vraiment au cas par cas qu'il faut le regarder. Pas 2 à 3 fois plus cher, mais c'est 10-15% en retenu en termes d'usage sur la durée. Voilà. Oui, si vous voulez, en termes de financement des véhicules, quelle que soit l'énergie, on a les financements qu'on a l'habitude de voir, l'achat au comptant, le financement en crédit bail, l'allocation financière, l'allocation full service à partir de 36 mois. On travaille en ce moment sur ce qu'on appelle le VAS, le Vehicle as a Service, qui consisterait en fait à facturer l'utilisation du véhicule au kilomètre. Alors ça représente un avantage pour les entreprises cotées en bourse qui sont soumises à la comptabilité FRS, parce que ça permettrait, aujourd'hui on peut rentrer dans les coûts d'exploitation la location du véhicule, et ça n'apparaît pas au bilan. Or les normes IFRS imposent que ça rentre au bilan. Et donc l'idée du véhicule as a service serait que ces véhicules qui figurent au bilan soient répercutés de nouveau en coûts d'exploitation. Mais pour ça, il faut que la norme, alors je ne connais pas en norme, mais on ne devrait pas pouvoir distinguer l'utilisation du véhicule par son numéro de châssis, ce qui n'est pas le cas. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que moi, un client m'avait dit « Mettez-moi toutes les taxes que vous voulez, ça ne me pose pas de problème à partir du moment où je sais à qui je dois les refacturer. » En fait, la question, c'est ça. Est-ce que nous, en tant que consommateur final, est-ce qu'on est prêt à acheter un pot de yaourt plus cher ou une paire de chaussures plus chère parce qu'elle a été transportée par un véhicule au biométhane ou à l'hydrogène? Tant qu'on n'a pas résolu cette équation-là, il va y avoir quelqu'un qui, à un moment, il va y avoir une variable d'ajustement. Et je crois que ce qu'il faut retenir finalement de tout ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il y a 2 conditions qui sont absolument indispensables quand on veut décarboner. C'est que la décarbonation nette soit efficace. On ne parle pas d'une énergie fossile parce que je suis passé du gasoil à telle énergie fossile, je décarbone. Non, c'est pas vrai. Il faut vraiment qu'on regarde du puits à la roue ce que ça donne. Si la décarbonation est nette, ça c'est la première condition. Puis la deuxième condition, c'est que les transporteurs gagnent de l'argent. Ce sont eux qui transportent. Si on leur demande de transporter à perte... Je vais leur poser la question pour finir. Et j'en reviens à ce qui était dit tout à l'heure, il y a effectivement des aides. Mais les aides, elles ont comme vocation d'être supprimées un jour ou l'autre. Vous avez l'achat des véhicules électriques, 65 millions qui ont été votés l'année dernière, avec 3 relèves en juin, septembre et décembre. La relève de juin a complètement épuisé l'enveloppe. Et on est en train d'attendre, sans encore avoir de réponse, ce que cette enveloppe deviendra. À titre indicatif, un véhicule diesel, c'est 100 000 euros, un véhicule à batterie, 350 000, et si on devait vendre un véhicule hydrogène, ce serait 500 ou 600 000, plus encore 400 000 euros de coût d'exploitation. Donc vous voyez, alors après, avec une variable qui est le prix du carburant, qui fait que dans certains cas, telle énergie qui est plus intéressante maintenant peut être 10, moins... Voilà. Alors je vous coupe juste, peut-être Éric Baleviez, est-ce qu'il y a une offre Safran? Alors peut-être là c'est particulier parce que sur les bus, on est peut-être plus avec les collectivités, pour aider au financement de ces modèles qui sont plus chers à l'achat, donc et nettement. Il y a des subventions qui sont en place. On parle toujours d'accélérer et lancer la filière. Et il faut toujours mettre en complément le coût de possession, les coûts de maintenance qui vont diminuer. Une pile à hydrogène, aujourd'hui, des piles matures, c'est des piles qui ont un cyclage. La pile va durer 25 000 heures. On n'est plus sur des piles qui duraient 3 000 heures il y a encore quelques années. Donc on a déjà une sacrée augmentation de la durée de vie dessus. La partie réservoir hydrogène, elle fait 20 ans. Les coûts de maintenance vont diminuer. Il n'empêche que
Et pour l'instant, ces véhicules sont plus chers que des véhicules diesel. Ça ne peut pas être autrement. Donc il y a de la prime à la conversion, il y a de l'accompagnement qui peut aller sur le rétrofit jusqu'à 40%, mais qui reste plafonné dans tous les cas à 30 000 € sur un véhicule rétrofité. Donc il y a des aides volontaristes pour aller dessus. Nous, on les accompagne. C'est vrai pour la partie mobilité urbaine. Aujourd'hui, on a un retour d'expérience. On a, même sur un petit parc, 67% de part de marché de véhicules urbains hydrogène sont des véhicules en France exploités par Safra. 67, le chiffre impressionne parce qu'il est élevé. Le parc roulant en autobus hydrogène en France aujourd'hui, c'est 40 véhicules. Donc relativisons ça. Mais on prend des engagements et tous ces véhicules-là, ils ont été vendus à nos clients, qu'on soit sur des autorités organisatrices publiques ou des opérateurs de transport en commun privé, avec des contrats de maintenance. Donc ça veut dire aussi une façon, sur la durée de vie du matériel, de pérenniser et de sécuriser les coûts. On a compris que c'était très complexe, donc je ne sais pas dans la salle, c'est qu'on n'a pas. Alors ça va être très très court sur les questions, mais on a compris que c'était bien plus compliqué encore que les aides à la rénovation pour le particulier sur l'habitat, et c'est pas peu dire. Juste le point de vue des principaux concernés, encore une fois, les transporteurs. Quels modèles de financement sur lesquels vous comptez ou vous vous attendez pour vous payer ces camions qui, quand même, vous permettent de limiter l'aggravation du dérèglement climatique aujourd'hui? De quoi vous avez besoin? En premier lieu, je pense que ce que vous le soulignez, c'est comment limiter l'aggravation du dérèglement climatique. Moi, ce qui me rassure, c'est par rapport à la présentation qui a été faite, il y a 7 ans, on mettait en place le premier camion bio-GNV chez TAB, mais il n'y avait pas une pluralité d'offres en termes de carburant, en termes de technique. On voit qu'aujourd'hui, le marché est devenu mature au sens de la techno, au sens de la réflexion, au sens des territoires, car il faut que les territoires soient aussi effectivement acteurs sur le sujet. Donc ça, c'est rassurant. À partir du moment où il y a pluralité d'offres, il y a pluralité de business model, et ça sera à nous, transporteurs, de trouver le plus adapté. Bien évidemment, encore une fois, un business model ne peut pas vivre uniquement sur des aides. Il faut être raisonnable, mais nous sommes également preneurs de ces aides pour les premières années, les premiers kilomètres et les premiers effets. Christian Végan, peut-être? Non, j'ai pas plus à rajouter, si ce n'est qu'effectivement, c'est très difficile de se projeter. Merci à vous. Alors peut-être l'ultime question pour clôturer. Vous avez le micro, donc allez-y. Question courte et réponse courte. Une information, une question très courte. L'information, elle est en relation avec M. Balevier et Safra. La fédération Air, qui a géré l'accord politique du rétrofit de voiture, l'a fait en juin 2020, l'a obtenu en juin 2020 sur une homologation par type. C'est-à-dire tout ce que vous avez fait sur le premier bus de la région, de l'IO, est-ce que ça sera reproduisible exactement de la même façon que pour les voitures? Ça, c'est la première question. Voilà, donc ça, c'est une bonne question courte. Est-ce que ça amène une réponse courte? Et je fais l'information, comme ça je ne reprendrai plus le micro. La deuxième, pour répondre aux constructeurs et autres et à M. Tcherono, tant qu'il n'y aura pas l'obligation, je ne vois pas les privés transporteurs se lancer dans des dépenses superfétatoires. Donc, pour l'instant, le gros problème qu'on a au niveau juridique, c'est qu'il n'y a pas de date de cessation des moteurs thermiques pour les véhicules lourds. Réponse très courte sur la question de la réception par type et de l'homologation. Oui, un kit de rétrofit s'applique à un type de matériel. Dès qu'on sort de ce type, sur les performances, il faut une autre homologation. On m'entend ou pas? Réponse très courte sur le côté obligation réglementaire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup d'entreprises privées qui font le choix d'avancer aussi pour l'environnement et qui ont un vrai engagement. Alors, il ne faut pas que ça coûte beaucoup plus cher, mais il y a un vrai changement, une vraie prise de conscience. On va avoir une hausse de température de 1,5 degré. Ce n'est pas 1,5 degré, c'est au lieu de 25 degrés, 26,5, c'est plutôt plus 8, moins 6. C'est des grosses amplitudes qu'on va tous connaître, quoi qu'on fasse. Donc l'enjeu, c'est de limiter ça. Donc il n'y a pas que l'aspect réglementaire, vraiment.
Alors Gilles Bostert. Oui, très rapidement pour répondre, c'est pas le fait que le moteur soit thermique qui fait qu'on émet du CO2, c'est le carburant qu'on utilise. Donc je pense que l'analyse qu'il faut savoir, c'est j'ai un moteur thermique, qu'est-ce que je lui mets comme carburant, comment il est produit. À partir de là, vous pouvez, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez des solutions thermiques aujourd'hui qui permettent ici et maintenant de réduire déjà de 90% les émissions de CO2. Donc là-dessus, il n'y a pas débat. Jean-Luc Gibelin, dernier mot. Peut-être en complément de tout ce qui a été évoqué, moi je veux juste insister, ce n'est pas une question d'aide, c'est une question de choix. Je crois vraiment qu'il y a une question qui est autour de la question de la fiscalité de l'ensemble des carburants alternatifs et de la fixation des prix des carburants alternatifs. Parce que tout ce qui vient d'être dit montre l'intérêt d'aller vers cette pluralité, ce mix énergétique, mais il faut derrière qu'il y ait quelque chose qui permette qu'il y ait un intérêt économique, et pas en termes d'aide, mais bien en termes de construction. C'est complètement fou aujourd'hui que les carburants alternatifs soient de fait liés à l'évolution du prix du pétrole, parce que justement, ils sont censés être alternatifs. Or, aujourd'hui, pour des raisons de fiscalité, mais aussi pour des raisons, nous dit-on, de marché, mais enfin, ça mérite d'être interrogé, il y aurait une obligation à ce que les prix des carburants alternatifs suivent, voire dépassent le prix du diesel. Or ça, c'est vraiment une question de fond, parce que au-delà de tout ce qui a été évoqué, si cette question n'est pas abordée, et si là il n'y a pas un choix politique national sur cet aspect, eh bien les efforts faits par les uns et par les autres risquent d'être voués à l'échec, mais être mis en difficulté. Merci pour ce mot de conclusion. Donc merci à vous d'être restés jusqu'à la fin de cette table ronde. Vous rappelez qu'il y a un pavillon, ça vous a sûrement pas échappé si vous êtes ici, sur la mobilité durable, où vous pouvez retrouver quelques-uns des intervenants qui étaient là sur des stands pour discuter plus tranquillement. Merci à vous, à bientôt, bonne journée.